Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce soir, on va évoquer Israël et l'annexion du Golan. Donald Trump jette un nouveau pavé dans la mare palestinienne. Le président américain Trump a signé lundi à la Maison-Blanche en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le décret reconnaissant officiellement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. En pleine campagne électorale dans son pays, M. Netanyahou a déclaré qu'Israël ne renoncerait jamais à la majeure partie du Golan syrien conquis par l'État hébreu lors de la guerre du 6 jours en 1967 avant de l'annexer en 81, une annexion qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Donald Trump a donc formellement reconnu lundi la souveraineté d'Israël donc sur le plateau du Golan. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Quelle est la portée symbolique et historique du décret de Donald Trump? En fait, la portée symbolique, c'est un Trump qui montre clairement son soutien à Netanyahou. Netanyahou qui a besoin de ce soutien parce qu'il est en face d'élections pour le mois prochain. Il n'est pas sûr de pouvoir remporter ces élections parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est en train de traîner des casseroles qui font qu'on veut même l'amener en justice pour qu'il réponde de ces casseroles. Ça, du point de vue du symbole, il y a un soutien très clair qu'on connaissait déjà de Trump par rapport à Netanyahou. Et c'est ce soutien qui est là, qui revient. C'est le premier élément. La portée historique, je dirais que c'est un président américain qui continue non seulement dans un unilatéralisme, mais qui, à la limite même, vient dire à la tête du monde, je me moque pas mal de ce que vous appelez droit international. Parce que quoi qu'on dise, après que Israël ait annexé cette partie du Golan, c'était également la même chose avec la partie du Liban Sud, plus le Sinaï égyptien, il y a eu la résolution 242 des Nations Unies qui exigeait le retrait Israël des territoires que Israël a occupés. Aussi bien ceux qui étaient palestiniens, syriens, libanais et égyptiens. Le cas égyptien a été réglé, mais celui-là est resté. En 81 également, quand Israël a décidé de ne plus être dans une situation d'occupation, mais de considérer que le Golan fait partie d'Israël, il y a eu la résolution 497 des Nations Unies qui disait que cette décision d'Israël est nulle et de non-effet. Donc c'est très clair qu'au niveau des Nations Unies, il n'a jamais été question de reconnaître l'occupation d'Israël sur le Golan. Pourquoi aujourd'hui, avec 52 ans d'histoire par rapport à une telle chose, le président américain se lève avec son Trump show comme d'habitude pour dire que les États-Unis reconnaissent le plateau du Golan, une bonne partie du plateau du Golan comme faisant partie d'Israël, alors que à l'indépendance d'Israël, cette partie ne faisait pas partie du territoire israélien. Donc, on le voit aujourd'hui à travers les réactions. Pratiquement tout le monde condamne. La Syrie a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies viennent, il n'y a pas longtemps également, de condamner cette annexion, cette reconnaissance même des États-Unis de cette annexion du Golan par Israël. Donc, d'un point de vue historique, les Américains vont carrément à contre-courant par rapport à la réglementation internationale, par rapport à ce qui a été fait par les Nations Unies depuis 1967. Alors, cette partie, le plateau du Golan a été comme un butin de guerre pour Israël. Pourquoi le pays y tient tant? C'est une zone stratégique. Même, je ne sais pas qui a demandé à Trump de le dire, parce que dans sa déclaration, il donne deux raisons. Il dit que cette zone a une importance stratégique, ce qui est vrai. Il dit que quand on donne ça à l'État d'Israël, ça participe à la stabilité régionale, ce qui est faux. Ça ne participe pas du tout à la stabilité régionale. Ça va ajouter au contraire à une déstabilisation qui existe déjà dans cet espace. Le côté stratégique est vrai. Il ne faut pas oublier que Trump a échoué en Syrie. On n'a pas fait tomber Bachar al-Assad. Pire encore pour lui, le Hezbollah est sorti renforcé en ayant combattu du côté de Bachar al-Assad. L'Iran, qu'il considère comme un ennemi, est sorti renforcé en ayant combattu du côté de Bachar al-Assad. La Russie, qu'on considère comme un adversaire également, a combattu du côté de Bachar al-Assad. Donc aujourd'hui, à la frontière israélienne, à partir de la Syrie, vous avez le Hezbollah, vous avez l'Iran.
Alors que dans la stratégie américaine, il fallait neutraliser ces gens-là pour que Israël puisse être en sécurité. C'est pourquoi, et c'est assez curieux même, un journal israélien, Haaretz, il y a un journaliste qui a écrit carrément que Trump n'a pas pris le temps de réfléchir suffisamment. Netanyahou aussi, il considère que cette reconnaissance est un cadeau empoisonné que le président Trump a donné au Premier ministre Netanyahou. Donc, la question stratégique, elle est effectivement là, mais il y a de quoi discuter. Est-ce que c'est pour le bien d'Israël, comme Netanyahou le croit en remerciant le président Trump? Alors, la signature de ce décret par Donald Trump intervient peut-être hasard de calendrier au moment où il y a eu des tirs de roquettes depuis les territoires palestiniens en direction d'Israël. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux faits? Un rapport, certainement pas, puisque la visite était prévue bien avant. Maintenant, ce qui est incompréhensible, c'est qu'on ait persisté. Puisque le moment n'était plus indiqué pour signer un accord, puisque on était là en train de risquer à nouveau une guerre entre les Palestiniens et Israël à cause des tirs d'obus à partir des territoires palestiniens sur Israël et les bombardements en réponse de l'armée israélienne. Les démarches même avaient commencé pour pouvoir calmer cette situation, pour éviter qu'on tombe à nouveau dans un engrenage, comme on l'a vu plusieurs fois. N'oublions pas que les Américains ont changé le lieu de leur ambassade en installant leur ambassade à Jérusalem. Et on se rappelle encore ce que ça avait créé comme manifestation, qui continue jusqu'à présent, parce que les Palestiniens continuent à manifester tous les vendredis pour le retour sur leur territoire, et ça fait des morts. La Cisjordanie, qui d'habitude n'était pas très agitée, à cause du déplacement de l'ambassade des États-Unis, la Cisjordanie est rentrée dans le jeu comme Gaza. Et vous avez aujourd'hui des manifestations à Cisjordanie comme à Gaza. Tout récemment même, il y a 2 Israéliens qui ont été tués là-bas. Mais ce n'était pas le moment de venir encore montrer un soutien aussi appuyé par rapport à Netanyahou dans une chose qui ne respecte en rien aucune loi sur le plan international, et de le faire de façon appuyée. Le résultat, c'est qu'au niveau de ce Golan syrien, le 23, on a marché. Et la marche était contre les Américains et contre les Israéliens. Il est en train d'agiter le Hezbollah irakien, Mortada Sadr également. Tous ces gens-là disent qu'ils sont prêts à prendre les armes pour combattre, pour que le Golan syrien reste syrien. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient? Si c'est la guerre, ils risquent de l'obtenir. Alors, en reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, qui est-ce que les Américains fâchent? Est-ce que c'est fondamentalement les Syriens ou les Palestiniens? Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde, parce qu'il y a les Syriens d'abord, parce que dans tous nos pays, le rôle de l'armée, c'est de veiller à l'intégrité territoriale. Et l'armée syrienne a été très claire. Ils disent qu'ils n'acceptent pas du tout l'annexion et ils sont prêts à prendre les armes pour pouvoir récupérer cette partie qui appartient au territoire syrien. Mais les Palestiniens aussi. Parce que dans cette partie du Golan, en 1967, il y avait 10 000 Palestiniens. Il y avait 120 000 Syriens. À cause de l'implantation d'Israël, puisque c'est le système qu'ils utilisent avec les colonies, une bonne partie des Palestiniens sont partis. La population totale tourne autour de 48 000 personnes aujourd'hui. C'est-à-dire que la présence israélienne a fait partir les populations, et ça a toujours été la politique israélienne. C'est ce qui a été fait également au niveau de la Palestine, s'installer petit à petit et puis progressivement chasser les populations qui étaient sur place pour que de fait, l'espace devienne un espace israélien occupé par des Israéliens, gérés également par des Israéliens. Donc sur ce plan, les Palestiniens également sont doublement fâchés. Parce que victimes, mais voyant surtout qu'on est en train de créer un autre problème palestinien, mais au niveau de la Syrie. Parce que c'est comme ça que le problème palestinien est venu. C'est une partie du territoire qui a été occupée jusqu'à ce qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Donc non seulement on ne résout pas le problème palestinien, mais on crée à côté un autre problème palestinien sur un autre territoire qui ne s'appelle pas la Palestine et qui s'appelle plutôt la Syrie. Raison pour laquelle dans la sous-région, même l'Arabie Saoudite, qui est connue comme étant, je ne sais pas s'il faut dire un allié ou bien une dépendance des États-Unis, même l'Arabie Saoudite était obligée de condamner la reconnaissance de Donald Trump, bien que ça soit bien sûr un des plus sûrs alliés des Américains dans cette zone. Alors, est-ce qu'il va s'agir ici de la goutte d'eau qui va faire déborder le vase? Parce qu'on a pensé que le vase aurait dû être débordé au moment où les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale. Il y a eu des manifestations, des répressions violentes, meurtrières,
et puis tout s'est tu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va faire déborder le vase? On ne sait pas encore, puisque pour le moment, on est à l'étape des déclarations. Il y a le Hezbollah, aussi bien du Liban que de la zone du Golan, qui se prononce contre. Il y a l'Iran qui est dans la zone. Tout le monde connaît les relations entre l'Iran et Israël. Même dans cette guerre en Syrie, les Israéliens ont profité un peu de ce grabuge parfois pour bombarder les soldats iraniens, parce que trouvant qu'en Syrie, les soldats iraniens sont trop proches du territoire israélien. Jusqu'où ça va aller? C'est la question qu'on se pose. Et c'est pourquoi dans la déclaration des Nations Unies, la déclaration est accompagnée d'une mise en garde adressée aux États-Unis. Parce qu'effectivement, ça peut être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, alors que le vase-là était déjà en mouvement. Parce qu'il y avait déjà le problème qui est là, qui n'est pas résolu. S'il faut venir encore ajouter un autre problème, les Nations Unies ont fait une mise en garde, mais c'est sûr que Trump n'en tiendra pas compte, parce que malheureusement, ce que disait De Gaulle reste encore vrai. Les Nations Unies, c'est un machin, c'est un truc. Netanyahou, apparemment, ne fait rien pour ramener la paix autour de lui. Ben, il a raison, parce que Netanyahou veut rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, il a besoin des extrémistes juifs. Et pour les avoir, il faut qu'ils prennent des positions qui sont des positions extrêmement fortes. Parce que ces gens-là croient même à un grand Israël. Donc, le fait d'annexer le Golan rentre carrément dans ce que ces gens-là ont comme projet pour l'État d'Israël, qui doit s'élargir et qui est effectivement le seul État au monde qui, après son indépendance, continue à augmenter son territoire par des guerres, par des annexions. Donc, c'est dire que Netanyahou a besoin de ça. Puisqu'il y a des élections, ça lui permettra d'avoir ces gens-là comme étant ses alliés pour pouvoir passer le cap des élections. Parce que lui aussi, il est assis sur des braises. S'il passe le cap comme s'il ne passe pas le cap, il risque d'aller au tribunal, parce que ces dossiers sont de plus en plus corsés, y compris les dossiers de corruption qu'on lui reproche. Donc lui, il a intérêt aujourd'hui à cette situation. Vous avez vu, dès que on a tiré les obus au niveau d'Israël, il a écourté sa visite pour venir tenir un discours extrêmement musclé. C'est une façon d'avoir les gens de son côté pour pouvoir gagner également ces élections qui se trouvent devant lui. Alors, on s'imagine que le geste de Donald Trump vise également à donner un petit coup de main à son ami Bibi pour sa campagne. Est-ce que dans les sondages, ça s'est fait ressentir? Est-ce que l'effet a été bénéfique? Pas encore, puisque contrairement à cette façon de considérer que tous les Israéliens sont contre les Palestiniens, vous avez une forte résistance à l'intérieur d'Israéliens qui ne sont pas du tout d'accord avec cette politique d'agression, d'annexion et de colonisation. Et ces gens-là même organisent des marches pour dire que pour eux, ça suffit. Il faut qu'il y ait deux États avec des frontières bien déterminées et que les deux États puissent vivre, chaque État en sécurité. Ce qui est très différent, bien sûr, du discours de Netanyahou et des sionistes qui continuent à considérer que les Palestiniens ne devraient même pas être là où ils sont. Ça fait partie de l'espace qu'Israël doit avoir. Et cela fait que Netanyahou, aujourd'hui, est dans une position difficile. Assez souvent, il a fait plaisir à ces gens pour pouvoir gagner les élections. Mais après les élections, il ne continue pas dans la même direction, ce qui fait que souvent, ces gens l'abandonnent en cours de route. Il en a vécu la meilleure expérience lors des élections passées, où on se posait parfois même la question, est-ce qu'il allait passer? Parce que les gens sur qui il comptait l'ont abandonné. Quand ce n'est pas le cas, souvent après les élections, il n'a pas la majorité. Il est obligé de s'allier à ces gens, parfois même pour chercher 3 ou 4 députés pour pouvoir avoir la majorité. Et bien sûr, ces 3 ou 4 députés sont fortement négociés. Comme on le dit d'habitude, ces gens deviennent le faiseur de roi. Et quand on est faiseur de roi, on a des exigences qui l'amènent effectivement à avoir cette politique où parfois on se demande est-ce qu'il est le représentant de son parti ou bien est-ce qu'il est le représentant de ces extrémistes juifs qui, eux, sont plus dans une logique d'un État sioniste en bonne et due forme qui est différent de l'État d'Israël dont on parle actuellement. Et c'est là où il y a un gros risque également, parce que le président n'a pas toutes les libertés pour ses mouvements. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer un moment de pause et après, c'est l'invité de ce soir.